L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Rio, qui se retrouve dans un étrange endroit blanc. Il se demande si c'est l'au-delà, mais un homme blond et blanc sort du brouillard épais et lui dit que ce n'est pas l'au-delà, mais qu'il est malheureusement décédé dans un accident. Rio se souvient avoir été heurté par un camion et demande au gars s'il est Dieu, mais la blonde dit qu'il ressemble un peu à un ange. Rio décide donc de le nommer Michael. Après cela, Michael dit à Rio qu'il va désormais se réincarner dans un autre monde appelé Phi. Mais étonnamment, aucune mission ne lui a été assignée. Il peut donc choisir de vivre comme il le souhaite. En entendant cela, Rio dit que dans ce cas, il aimerait vivre une vie lente. Michael exauce ce souhait et lui dit que le monde vers lequel Rio se dirige s'appelle Thaig, un endroit plein de magie où seulement 20% des humains peuvent réellement lancer des sorts. Il ajoute que l'élément le plus compatible avec Rio sera l'eau. Et comme il a demandé un style de vie tranquille, son nouveau départ se fera dans la forêt de Rondo, avec une maison toute faite avec une barrière magique pour empêcher les monstres d'entrer, et une réserve de nourriture suffisamment importante pour lui durer 2 mois. Après cela, Rio ouvre les yeux dans sa nouvelle maison et se promène pour la vérifier. Il trouve une salle de glace magique avec beaucoup de viande, un bain, un couteau et quelques livres sur les monstres. Et remarque qu'il peut les lire, même s'il n'a jamais appris la langue de ce monde. Après cela, il sort pour essayer sa magie et l'essaie en lançant un sort de boule d'eau et se rend vite compte qu'il n'a pas vraiment besoin de dire d'incantation s'il peut imaginer clairement le sort dans son esprit. Après cela, il va prendre un bain, mais se rend compte qu'il ne peut produire que de l'eau à température ambiante. Alors, naturellement, il essaye d'allumer un feu en utilisant la technique classique de l'homme des cavernes. Cependant, cela s'avère être un échec complet grâce à ses minuscules bras de nouilles. Se sentant vaincu, il décide d'utiliser la lumière du soleil pour allumer un feu et tente de créer de la glace en imaginant des molécules d'eau se rassembler. En fouillant dans les souvenirs maudits de ce livre de chimie qu'il n'a probablement jamais ouvert sur Terre, il canalise tout ce dont il se souvient sur les liaisons hydrogènes. Et étonnamment, ça marche. Après cela, il crée une lentille de glace et l'utilise pour allumer un feu pour son bain et se demande s'il peut, d'une manière ou d'une autre, utiliser ses connaissances scientifiques pour créer directement de l'eau chaude également. Le lendemain matin, alors qu'il prend son petit déjeuner, il pense qu'il devra perfectionner ses compétences car une fois qu'il n'aura plus de nourriture, il devra sortir et chasser des monstres. Après cela, il sort et commence à pratiquer une magie offensive en lançant une boule d'eau sur un arbre. Mais cela ne fait pratiquement aucun dégât. Il essaie ensuite de lancer un sort de Jet Rim, mais finit par être tout aussi décevant que son visage laid. Il se souvient du conseil de Michael, selon lequel le fondement de la magie est l'imagination, et continue de pratiquer ses sorts pendant des semaines. Une fois qu'il le maîtrise, il essaie de créer des lances de glaçons, mais ne parvient pas à les lancer sur sa cible. Décidant qu'il est temps de changer de décor, il fabrique une lance de fortune avec son couteau et se dirige vers les bois pour récupérer du quartz afin de pouvoir cuisiner sa nourriture la nuit également. À l'intérieur de la forêt, il tombe sur de belles vues, de l'eau claire et courante et aperçoit même des pierres de quartz près de la rive de la rivière et se sent heureux. Il dit qu'il va cueillir quelques herbes médicinales et rentrer chez lui. Mais soudain, une planche plus petite surgit des buissons et charge vers lui par derrière. Alors que la bête est sur le point de l'écraser, il se souvient de la façon dont il est déjà mort une fois et décide qu'il n'y a aucune chance qu'il laisse cela se reproduire. Il saute sur le côté juste à temps. Le sanglier charge une fois de plus, mais cette fois, Rio forme rapidement une couche de glace sur le sol, rendant toute la zone glissante. Alors que le sanglier glisse, il s'écrase directement dans un piège de 16 lances à glaçons que Rio a installé sur place. Les pics glacés le déchirent et, comme ça, notre héros remporte sa première victoire. À son retour, il vérifie le recueil des monstres et découvre que le soi-disant sanglier mineur terrifiant était en fait le plus faible de tous les monstres. En feuilletant le livre, une page répertorie les dragons capables d'anéantir des villes entières. Il y a même une note avertissant de commencer à courir s'il en voit un, bien qu'elle mentionne également qu'il pourrait même ne pas être possible de s'échapper. La deuxième page présente des créatures appelées Akuma, dont le recueil indique clairement qu'elles ne sont pas des anges déchus. Cela lui dit simplement de prier pour ne jamais en rencontrer un. Le lendemain matin, Rio part pour son deuxième voyage dans la jungle, laissant enfin derrière lui les vêtements usés qu'il avait apportés de la terre. Cette fois, il tombe sur de délicieux fruits. Et juste au moment où il commence à profiter du moment, un monstre oiseau apparaît,
agissant comme s'il possédait l'arbre fruitier. Rio s'en souvient instantanément comme d'un faucon assassin, un monstre capable de utiliser la frappe aérienne, une forme dangereuse de magie aérienne offensive invisible. Il essaie donc de lui tirer dessus avec de l'eau, mais échoue lamentablement. Au moment où le faucon plonge vers lui, Rio lance instinctivement un bouclier de glace qui non seulement bloque l'attaque, mais frappe l'oiseau avec un contre brutal. Il tente rapidement de poursuivre avec sa lance, mais le faucon parvient à s'échapper avec un œil blessé. Rio tombe au sol, pensant à la façon dont sa vie paisible et lente a pris une tournure bien plus intense qu'il ne l'avait prévu. Pour couronner le tout, toute cette course l'a complètement perdu. Mais cela finit par l'amener à son magnifique lac. Là, il aperçoit un homme sans tête qui caresse calmement son cheval sans tête. Après avoir admiré cette vue étrange et pourtant majestueuse, Rio finit par retrouver le chemin du retour chez lui. Au fil des jours, il maîtrise enfin sa lance à glaçons tant attendue, suffisamment puissante pour anéantir un ennemi en un seul coup. Il se met également à la pêche et améliore sa magie de barrière de glace défensive. Au cours d'une de ses aventures, il se dirige vers l'océan et tente de nager, mais parvient à échapper de justesse à une pieuvre curieuse. Son entraînement porte ses fruits avec la découverte de nouveaux sorts comme le jet abrasif. Une nuit, après avoir senti qu'il avait enfin une bonne maîtrise de sa magie, Rio attrape une lame de glace et part défier le dent sans tête. Il se demande si ce personnage mystérieux est vraiment un monstre ou simplement trop avancé pour être répertorié dans le recueil du débutant. Sans plus réfléchir, les deux s'engagent dans une bataille intense et, comme prévu, notre gars finit par perdre. Pourtant, il prend l'habitude de se montrer soir après soir. Et au fil du temps, Dullahan commence à agir davantage comme un entraîneur. Le mentor silencieux apprend même à Rio comment forger correctement une épée de glace et lui donne finalement sa propre lame. Rio l'accepte sans hésitation, le traitant comme une récompense précieuse. Le lendemain, alors que notre Moji se précipite dans la forêt, un énorme oiseau noir fond soudainement sur lui. Il ne faut pas longtemps à Rio pour le reconnaître comme le même faucon assassin d'avant, maintenant évolué et clairement de retour pour se venger. N'ayant pas d'autre choix, il se prépare à une revanche. Il jette 10 couches de murs de glace, mais la créature implacable les brise sans pattes. Il tire sa lance à glaçons de confiance, seulement pour se rendre compte que le faucon a en quelque sorte acquis une capacité de négation magique directement issue de Black Clover. Pour couronner le tout, l'oiseau déclenche un choc électrique, forçant Rio à finalement dégainer l'épée offerte par le Dullahan. La lame tranche proprement, même à travers des attaques magiques comme les frappes aériennes. Et avec un dernier mouvement, Rio l'enfonce directement dans le corps du faucon. Il donne à la bête évoluée l'épreuve de force qu'elle mérite. Comme si la journée n'était pas déjà assez mauvaise, les choses prennent une autre tournure sauvage lorsqu'un énorme dragon rouge arrive pour discuter. Le dragon se rend compte que sa télépathie fonctionne réellement et demande si Rio a vu passer un grand oiseau noir. Rio s'excuse nerveusement et admet qu'il l'a peut-être retiré, pensant qu'il s'agissait de l'un des serviteurs du dragon. À sa grande surprise, le dragon semble impressionné et remarque même l'épée à la taille de Rio, la reconnaissant comme la lame du roi des fées. Saisissant l'instant, Rio décide de poser au dragon quelques questions attendues depuis longtemps sur ce monde. Ils finissent par parler toute la journée, se liant d'amitié autour de choses aléatoires jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les arbres. Et le dragon se souvient soudainement que sa femme ne lui pardonnera pas s'il reste dehors plus longtemps. Juste avant de décoller, le dragon se présente enfin comme Luen. Michael semble très intrigué par le petit enfant qui se lie d'amitié avec d'anciens dragons. Il se rend compte que Rio a réveillé un trait secret, quelque chose que personne d'autre n'a possédé depuis une fille il y a plus de 10 000 ans, et son trait s'appelle la jeunesse éternelle. Le lendemain, Rio a envie de fruits de mer et se dirige vers la mer. Là, il tombe sur un navire naufragé qui semble avoir été pris dans une tempête. Mais juste à ce moment-là, il entend quelqu'un gémir de douleur et découvre une autre personne qui s'accroche à peine à la vie. Rio ramène l'homme, dont le nom s'avère être Abel, chez lui. Quand Abel se réveille, il trouve ses affaires soigneusement placées sur la table à côté de lui. Il sort, regarde autour de lui et se demande à haute voix où il a atterri. Rio le suit bientôt, visiblement soulagé que l'homme ait survécu et faisant preuve d'une réelle attention. Cependant, Abel devient légèrement méfiant lorsqu'il réalise qu'il ne pouvait pas du tout sentir la présence de Rio.
Il trouve également les vêtements que porte l'enfant un peu étranges, mais remarque néanmoins ses bonnes manières et choisit de commencer par un remerciement approprié plutôt que de formuler des plaintes. Rio semble joyeux, mais finit par s'excuser, disant que c'est dommage qu'Abel soit le seul à ne pas avoir fini en cadavre. Lorsqu'il entend l'estomac d'Abel gargouiller, Rio propose de discuter autour d'un repas et l'emmène à l'intérieur. En mangeant, Abel apprend que Rio n'a pas de vêtements car il n'a pas réussi à fabriquer du fil. Quand il demande pourquoi Rio ne pourrait pas simplement en obtenir dans une ville, Rio explique qu'il n'y a pas de ville, ni même une seule personne vivant à proximité. Rio crée ensuite de l'eau dans un bocal et révèle qu'il est un mage de l'eau. En entendant cela, Abel remarque que près de la moitié des habitants de la province centrale peuvent utiliser la magie, même si lui-même ne le peut pas. Cela laisse Rio perplexe, car cela contredit ce que M. Faux Michael lui avait dit plus tôt à propos de seulement 20% des gens capables d'utiliser la magie. Abel demande alors si Rio peut lui montrer le chemin vers la côte et Rio accepte avec joie. Alors qu'il traverse la jungle, Abel demande si Rio utilise un bâton. Lorsque Rio admet qu'il n'en a pas, l'humeur d'Abel baisse un peu, supposant que c'est probablement à cause de la vie difficile qu'il mène. Réalisant que Rio serait presque inutile dans un combat sans bâton, Abel propose de prendre les devants si des monstres se présentent. Rio essaie de l'ignorer, mais quand Abel insiste sur le fait qu'il ne peut pas toujours être celui qui est sauvé, notre homme cède et le laisse prendre les devants. Lorsqu'ils atteignent enfin la côte, ils découvrent que les cadavres des contrebandiers sont introuvables. Rio suggère qu'ils ont été soit capturés par des monstres, soit simplement emportés par la marée. Abel fait discrètement remarquer qu'il aurait fini de la même manière si Rio n'était pas intervenu, et lui dit d'abandonner les formalités et d'arrêter de l'appeler « monsieur ». Rio soutient qu'Abel est plus âgé que lui, mais il est toujours d'accord. Et juste comme ça, les deux commencent à se sentir plus comme des amis. Abel descend du naufrage et dit à notre garçon que malheureusement, il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. Rio lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Le roux dit qu'idéalement, il souhaite retrouver ses alliés, et pour cela, il doit se rendre dans une ville appelée Lon, mais il craint d'avoir dérivé loin au sud. Rio admet qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Lon, mais il est presque sûr que le voyage vers le nord ne sera pas facile. Abel lance alors une demande assez égoïste, demandant à notre gars s'il peut simplement traiter cela comme un travail et nous accompagner dans le voyage. Il est bien conscient qu'un mage sans bâton ne serait qu'un poids mort, mais il pense que Rio pourrait au moins être utile comme guide. Après une brève pause, Rio répond qu'il est d'accord pour être le guide et dit qu'ils partiront demain car il a besoin de temps pour se préparer avant de partir. Plus tard dans la nuit, Rio commence à se préparer à se diriger vers la jungle. Et quand Abel demande pourquoi il part si tard, notre gars dit simplement que celui à qui il veut dire au revoir n'arrive qu'à cette heure-là. Le pauvre Abel commence à se demander qui cela pourrait bien être, pensant que Rio est peut-être parti dire adieu à des fantômes, puisqu'il n'y a aucune chance que quelqu'un se trouve dans une jungle comme celle-là. Rio arrive sur place et appelle le roi des fées. Il lui dit qu'il sera loin de la forêt de Rondo pendant un certain temps et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il demande même une bagarre et donne tout ce qu'il a. En guise de cadeau d'adieu, le roi des fées sort un costume fantaisie de l'eau et le lui tend. Le lendemain, il enfile le costume, se prépare et part en voyage avec Abel. Sur le chemin, ils rencontrent un petit sanglier, qu'Abel abat facilement en utilisant une compétence de combat appelée implémentation totale. Abel pense qu'un mage ne saurait pas de telles choses. La journée entière se déroule à pied, et la nuit, ils se reposent au pied d'un tronc d'arbre. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage. Après avoir entendu quelque chose à proximité, ils rencontrent des hommes lézards. Abel semble un peu inquiet, disant qu'il pourrait être un adversaire coriace dans le marais, alors ils font un détour par les bois. En marchant, Rio dit à Abel que les hommes lézards semblent les suivre, et tous deux se préparent à un combat. Abel s'inquiète toujours de la façon dont Rio se débrouillera sans bâton, mais à ce moment-là, notre gars utilise son as, atterrit avec un cyclocycle et élimine 4 des hommes lézards en un seul mouvement. Rio dit à Abel de se préparer car d'autres ennemis sont en route, et peu de temps après, ils anéantissent tous les deux les derniers lézards. Une fois la bataille terminée, Abel regarde Rio et lui demande quel sort il vient d'utiliser. Rio hausse simplement les épaules
Ils forment ensuite une coupe de glace et offrent de l'eau à Abel avant qu'ils ne continuent leur chemin. Cependant, voir que Rio utilise une incantation différente cette fois pour invoquer l'eau fait lever un sourcil à Abel. Mais notre gars rejette tout ça avec une excuse bidon, affirmant qu'Abel doit imaginer des choses. Alors qu'il continue de marcher, Abel sort une pièce de bronze et la montre à Rio, qui est étonnamment excité à la simple vue d'une pièce. Cela conduit Abel à lui parler des 3 provinces centrales. Rio se redresse après avoir entendu le nom du royaume de Knightly, mais fait immédiatement la grimace à la mention de l'empire d'Iway, se plaignant qu'il ne voudrait jamais être appelé citoyen d'un endroit avec un nom aussi ridicule. Alors que le paysage commence à s'ouvrir, le doux tombe sur un nid de golems de roche. Abel décide de charger et utilise sa compétence d'empalement total pour percer un trou directement à travers le golem. Mais la chose se régénère instantanément et repousse fort. Rio dit alors qu'il veut essayer un nouveau sort, et sans grande fanfare, il transforme son mur de glace en un cube massif qui s'écrase, brisant entièrement le golem. Abel regarde avec confusion car d'après ce qu'il sait, des batailles comme celle-ci ne sont pas censées être si faciles. Et pourtant, Rio continue de faire en sorte que cela paraisse facile. Une fois le combat terminé, ils trouvent une énorme pierre magique jaune. Et à en juger par son apparence, Abel suppose que le monstre a dû tout anéantir dans la région. Rio dit qu'il aurait également aimé récupérer les pierres des autres golems. Mais malheureusement, il les a tous écrasés sous ses glaçons. Un peu plus tard, le dé tombe sur une créature géante ressemblant à un hippopotame et la rousse l'appelle un mastodonte. Juste à ce moment-là, un groupe de wyverns apparaît et, au lieu de paniquer, Rio s'illumine comme s'il venait de marquer des points au premier rang pour une bagarre de monstres. Les deux parient même sur qui va gagner, et le mastodonte sort vainqueur avec un rugissement assourdissant que Rio explique comme une négation magique. Plus tard dans la nuit, alors que les deux campent, Rio taquine Abel en lui disant qu'il veut voir le deuxième round entre lui et le mastodonte. Abel le fait taire immédiatement, qualifiant toute l'idée de ridicule. Abel évoque à nouveau la négation magique, disant qu'il n'a jamais entendu parler de pièges avec ce genre d'effet qu'à l'intérieur des donjons. Le mot donjon attire immédiatement l'intérêt de Rio, et il commence à accuser Abel de cacher tous les détails amusants, demandant s'il y a plus de choses qu'on ne lui a pas dites. Abel demande alors si Rio sait quelque chose sur les elfes et les nains, et la façon dont il les décrit correspond parfaitement à ce que Rio sait déjà. Le lendemain matin, alors qu'ils repartent, Rio mentionne qu'une fois qu'ils auront traversé les montagnes, ils atteindront le territoire humain. Cela fait réfléchir Abel une seconde et lui demande comment Rio sait tout cela. La vérité est que le dragon rouge le lui a dit, mais au lieu de l'expliquer, Rio l'ignore et appelle la source de sa connaissance quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Et d'une manière ou d'une autre, Abel l'accepte sans insister davantage. Alors que les deux marchent paisiblement, un griffon géant apparaît soudainement, les effrayant tellement qu'on dirait qu'ils ont tous les deux mouillé leurs pantalons. Rio active d'une manière ou d'une autre toutes les cellules du cerveau à la fois et jette un morceau de viande dans le ciel, disant à Abel de faire de même. Le griffon accepte l'offrande et s'envole, donnant l'impression que la bête n'était qu'un agent de péage vérifiant le paiement. Les deux hommes poussèrent un énorme soupir de soulagement, sachant qu'ils n'auraient pas survécu pour raconter l'histoire si le péager les avait trouvés suspects. Adable soutient que quelque chose ne va certainement pas dans cet endroit, car aucun humain n'a signalé avoir vu des griffons ou des mastodontes depuis des siècles. Rio hausse simplement les épaules, disant que ces humains n'ont probablement pas fait assez d'efforts. Alors qu'ils avancent, ils rencontrent un groupe de wyverns en train de savourer leur repas. Abel souligne qu'il faudrait au moins 20 aventuriers chevronnés pour gérer cela, et même dans ce cas, il y aurait des pertes importantes. Et après avoir immobilisé les créatures avec ses glaçons, il dit à Abel de les achever, ce qu'il fait. Lorsque d'autres wyverns apparaissent, Rio les élimine comme si de rien n'était. Abel reste là, essayant de comprendre comment ils ont réussi à faire ça et ont même réussi à collecter d'énormes pierres magiques vertes. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, une autre vague de wyverns apparaît en quête de vengeance. Et cette fois, c'est Abel qui est impatient de commencer le combat. Alors que le duc parvient enfin à sortir de la monstrueuse chaîne de montagnes, Abel se demande à haute voix où ils ont atterri, soulignant qu'ils arrivent assez loin au nord. Rio donne une réponse fatiguée mais honnête, disant que n'importe où en dehors de l'Empire d'Eba lui suffit.
Abel le rassure alors en lui expliquant que l'Empire se trouve encore plus au nord que là où ils se dirigent actuellement. Juste à ce moment-là, Rio aperçoit une route qui traverse la région d'est en ouest. Alors qu'il marche vers lui, Abel jette un regard en arrière vers les montagnes qui se profilent avec une pointe de malaise. Il fait ensuite un signe de tête vers le chemin menant à l'ouest, affirmant avec assurance qu'il devrait les conduire à la ville de Cad. Les deux commencent à rêver à voix haute de trouver un vrai lit pour se reposer. Et Rio recommande avec enthousiasme la nourriture locale, affirmant que cela vaut à elle seule le voyage. Cette nuit-là, les deux se présentent à la guilde, où Abel dit à notre garçon qu'il devrait aller de l'avant et s'inscrire, puisque la carte de guilde peut certainement être utile, et même renoncer à ses frais d'entrée. Il rappelle à Rio comment il a généreusement payé une pièce d'argent en son nom et s'est porté garant. Une fois leur petite séance de moquerie terminée, Abel l'informe des autres avantages de l'inscription, comme la possibilité de vendre des pierres magiques et des matériaux de monstres à de meilleurs tarifs. Juste à ce moment-là, la serveuse apporte un plat de riz au curry. Rio se souvient des nombreuses histoires de glace qu'il avait lues où le héros devait se casser le dos juste pour manger du curry. Mais là, il le mange sans même essayer. Dès qu'il prend une cuillerée de curry dans sa bouche, notre garçon devient fou et en redemande même. Le lendemain, alors qu'il part pour l'un, Rio recommence son acte de victime, accusant Abel de lui cacher un autre secret. Il agit comme un prince qui demande s'il y a plus. Rio veut maintenant en savoir plus sur les bonbons, et Abel joue le jeu. Peu de temps après, le duo arrive dans la ville de Lone, où un garde nommé Nimmer est super excité de revoir son camarade perdu. Abel donne à Rio le mérite d'être revenu vivant, et Nimmer remercie personnellement notre garçon. Abel paie également les frais d'entrée pour Rio, et les deux se dirigent directement vers la guilde. Abel lui dit qu'il peut même améliorer son inscription parce qu'il est avec lui. Lorsque notre garçon demande ce que cela signifie, Abel explique que généralement quelqu'un commence au rang F, mais s'il a le soutien de quelqu'un au-dessus du rang B, il peut passer au rang D. Rio dit au gars qu'il est fier de lui puisqu'il doit être au-dessus du rang B. Abel parle ensuite de la façon dont le fait d'avoir un rang élevé comporte des avantages comme l'obtention d'emplois mieux rémunérés, tout en soulignant également qu'avec la quantité de gemmes collectées par Réal, l'argent ne sera pas un problème pour lui de sitôt. En fait, il craint même que s'ils essayèrent de les vendre tous en même temps, cela pourrait faire chuter le prix du marché. Dès que les deux entrent dans la guilde, la réceptionniste crie pratiquement le nom d'Abel, et tout l'endroit s'illumine d'excitation à la vue de lui vivant. Tout le monde se précipite vers lui comme s'il était une sorte de célébrité. En regardant les rousses entourées de visages familiers, Rio sourit doucement et sort, pensant qu'il pourrait bien gêner. Dehors, le seul elfe de la ville passe vêtu d'une tenue verdâtre et remarque immédiatement la robe que porte Rio. Quand il lui demande si quelque chose ne va pas, elle dit simplement qu'elle admirait simplement la robe remarquable, le qualifiant de personne intéressante avant de s'excuser poliment, disant qu'elle doit aller ailleurs et espérant qu'ils se reverront. Alors qu'elle disparaît dans la rue, la porte de la guilde s'ouvre et Abel sort à la recherche de Rio. Il le ramène rapidement à l'intérieur et le présente à tout le monde, l'appelant son sauveur et annonçant qu'il s'inscrira comme aventurier. La foule l'accueille chaleureusement, remerciant le garçon d'avoir sauvé son ami et d'avoir pris soin de lui. Abel emmène ensuite notre gars directement à la réceptionniste, lui demandant de l'inscrire à Dank sous son endossement. Cela la prend clairement au dépourvu puisque personne de l'épée cramoisie n'a jamais personnellement soutenu qui que ce soit auparavant. Ce petit geste à lui seul en dit long sur la valeur de Rio. Bien que la réceptionniste semble avoir compris le message, elle revient tout de même sur la procédure habituelle en disant qu'ils devront d'abord le tester pour vérifier ses capacités. La réceptionniste organise le tout et leur dit d'attendre dans la salle de réunion. Au moment où la nouvelle tombe qu'Abel est vivant, le maître de la guilde arrive en courant, pensant probablement qu'un fantôme ou une version contrefaite d'Abel erre dans les parages en essayant de provoquer un drame. Mais dès qu'il pose les yeux sur la vraie affaire, l'homme tombe à genoux. Abel se précipite pour l'aider à se relever, tout en s'excusant d'avoir inquiété ainsi le pauvre vieil homme. Finalement, ses yeux se posent sur notre gars et il veut savoir qui est ce magicien. Et le maître de guilde se présente joyeusement comme Humglass, même si pour l'instant il ressemble plus à un chef d'équipe fatigué de McDonald's qui a eu une longue journée.
Quand il remercie notre garçon, Rio dit simplement qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Abel passe alors en mode affaire et commence à discuter de l'approbation de rang de Rio avec Hugues. Lorsque le vieil homme demande s'ils ont des preuves, Abel admet que c'est une question légitime, mais précise également que Rio est bien plus fort que lui. Juste à ce moment-là, Abel laisse tomber négligemment toutes les pierres de monstres sur la table, disant aux maîtres de guilde qu'ils les ont récupérées sur les créatures qu'ils ont vaincues en chemin. Monsieur Mlas prend une seconde pour traiter ce qu'il regarde avant de réaliser qu'il s'agit de pierres wyvern. Et à en juger par le nombre, il aurait fallu une armée au complet pour en éliminer autant. Le roux dit qu'il a quelque chose d'encore plus effrayant à révéler, expliquant qu'il chassait ces wyverns au sud des montagnes maléfiques. C'est alors qu'Abel laisse enfin échapper que la chaîne de montagnes qu'ils avaient traversée n'était autre que la chaîne maléfique. Et quand Rio fait remarquer que cela ressemble au genre de nom créé spécifiquement pour dire aux gens de ne pas y aller, le maître de la guilde le confirme, disant que personne n'est jamais sorti vivant de cet endroit. La plupart des gens ne s'approcheraient même pas de cette zone à moins d'y être absolument obligés. Abel soutient alors que cela devrait être plus que suffisant pour augmenter le rang de Rio, et le maître de guilde lève simplement les mains et se rend, réalisant qu'il ne sert à rien de tester quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il est complètement au-delà de ce que la guilde peut mesurer. Juste à ce moment-là, les coéquipiers d'Abel arrivent. Ils se précipitent vers la porte en s'excusant de les avoir inquiétés, tandis qu'Abel obtient toute la pièce pour lui, pour des retrouvailles bien méritées, avec Lynn, Ria et Warren, et le maître de la guilde demande à la réceptionniste, Nena, d'apporter le matériel d'inscription nécessaire au bureau. Alors que Rio quitte la pièce, Abel l'appelle et lui demande d'attendre à la réception car il y a un endroit où il veut l'emmener ensuite. Le maître de la guilde conduit ensuite notre garçon dans son bureau. Lorsque Rio aborde avec hésitation le sujet d'une augmentation de rang, le vieil homme lui assure que même si Abel est un prodige, il sait très bien que même Abel ne pourrait pas éliminer tout un essaim de wyverns à lui seul. Quand il tapote Rio sur l'épaule, il se rend compte que le gamin a un physique d'enfer pour quelqu'un qui est censé être un mage. Juste à ce moment-là, Nana revient avec les formulaires d'inscription et commence. Elle se présente officiellement comme greffière de la Guilde des aventuriers de LW et commence l'entretien. Elle lui a posé quelques questions de base et lui a fait savoir qu'après son inscription, il pourra séjourner dans les logements de la Guilde jusqu'à 300 jours. Lorsqu'elle découvre qu'il n'est jamais allé dans un donjon auparavant, elle lui recommande le cours mensuel d'introduction au donjon de la Guilde et l'encourage à le rejoindre. Rio montre un intérêt surprenant et après avoir terminé l'interview, elle lui demande de placer sa main sur le cristal pour terminer le processus. Étonnamment, il n'explose pas et ne se brise pas comme dans ces scènes d'anime avec des personnages de glace surpuissants. L'inscription se déroule sans problème et notre garçon reçoit enfin sa carte officielle de guilde. Après le départ des deux, le maître de la guilde laisse échapper un profond soupir, enfin capable de se détendre un peu maintenant qu'Abel est de retour. Pendant ce temps, après s'être inscrit, Ryle retrouve Abel, qui l'entraîne avec lui pour récupérer sa récompense pour la mission d'escorte. En chemin, Amble lui propose de lui acheter des vêtements appropriés et peut-être même un bâton. Rio, toujours incertain de la raison pour laquelle il aurait besoin d'un bâton, pose des questions à ce sujet, et Abel répond avec désinvolture qu'il pensait que tous les magiciens en utilisaient un. Rio hausse les épaules et explique qu'il est parfaitement capable d'utiliser la magie sans en avoir une et laisse même tomber la bombe selon laquelle il utilise une épée lorsqu'il se bat au corps à corps. Cela prend Abel au dépourvu, car il n'a jamais vu Rio porter une épée. Rio sort alors sa lame, qui ressemble plus à un grand couteau pour Abel. Rio commence à interroger Abel sur certaines bases de ce monde, et ce qu'il apprend le laisse perplexe. Les jours de la semaine, les heures d'une journée, et même la façon dont on mesure les choses en centimètres, tout est exactement pareil que sur Terre. Le curry étant déjà une chose courante ici, cela semble trop spécifique pour être aléatoire. En mettant tout cela ensemble, Rio conclut que quelqu'un d'autre a dû être le gâteau de glace de ce monde bien avant lui. Une fois leurs achats terminés, Abel l'emmène à la fête organisée pour célébrer son retour. Le lendemain matin, alors que Nana montre à Abel où il logera, elle se plaint que l'endroit semble morne. Apparemment, un gars nommé Ra ne voulait pas que Rio quitte la fête,
car il considérait Abel comme un frère et se sentait lourdement redevable à Rio. Peu de temps après, Rio est guidé vers la chambre numéro 15, où il partagera une chambre avec 2 autres garçons de son âge. L'énergique s'appelle Niels, tandis que le blond calme s'appelle Ito. Alors que Nina sort, Niels ne peut s'empêcher de parler de questions de cœur et semble avoir un sérieux béguin pour elle. Ido lui dit catégoriquement qu'il n'a aucune chance, pas face à toute la concurrence. Mais Neil reste confiant, affirmant que c'est le rêve de tout homme de réussir et de conquérir une belle femme. Ado ignore simplement les rêves bruyants du gars et se tourne vers Rio, lui demandant de garder les choses informelles entre eux. Juste à ce moment-là, Nina revient et présente un nouveau colocataire nommé Amon, qui semble un peu plus jeune que les autres. Avant de repartir, elle dit à Rio d'être prêt le lendemain avec Aian, puisque tous deux sont prévus pour cette séance d'entraînement au donjon. Pendant ce temps, Abel a du mal à convaincre l'équipe des capacités de Rio. Lynn soutient que le mur de glace est clairement un sort d'eau, mais il est si fin que même une simple frappe aérienne devrait suffire à le briser. Elle dit que le rendre plus épais et le laisser tomber sur Gollum ressemble davantage à quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Alors que Lynn continue de faire des histoires, Ria essaie de la calmer, lui rappelant qu'Abel décrit simplement ce qu'il a vu. Bien que Lynn finisse par reculer, elle refuse toujours de croire qu'il est possible d'abattre des wyverns avec des lances de glace, d'autant plus que ces créatures sont protégées par des barrières contre le vent. À ce moment-là, Ria mentionne que le seul mage connu pour avoir réalisé des exploits comme ceux décrits par Abel était le légendaire magicien de l'enfer. Elle admet que Rio semble être une perle rare, mais partage également son inquiétude selon laquelle si quelqu'un comme lui se rangeait du côté de l'Empire d'Ebi, il serait fini. Abel est cependant convaincu que Rio ne ferait jamais cela. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond simplement que le gars déteste le nom même de DUI, ce qui semble assez suspect pour son équipe. Rio et le nouveau venu Amon assistent ensemble à leur premier cours d'ingénierie, et après 5 jours de cours, le professeur conclut enfin la partie théorique. Une fois cela fait, il est temps de passer à l'expérience pratique. Il annonce donc qu'ils vont visiter la première couche d'un vrai donjon. Amon commence immédiatement à paniquer, mais Rio lui dit de se détendre, l'avertissant que stresser sitôt ne fera que l'épuiser avant même que midi n'arrive. Avant de partir, le professeur ouvre la discussion et Rio lève la main. Il demande s'il est possible de se téléporter instantanément vers une couche de donjon une fois celle-ci terminée. La question, clairement inspirée de ses connaissances de l'anime Kai, attire l'attention de tous. Le professeur est un peu surpris, mais vraiment impressionné que Rio connaisse un tel détail. Malheureusement, il explique que cette caractéristique particulière n'existerait que dans les donjons situés dans les provinces du Sud. Celui de Londres n'offre malheureusement rien de tel. Amon se tourne vers notre garçon, clairement impressionné, et admet qu'il est surpris que Rio sache tout cela, disant même qu'il mérite vraiment le dank du lève-tôt. Une fois que tout est en ordre, le professeur conduit la classe jusqu'au bord du donjon, tout en leur donnant un peu d'histoire. Il explique comment toute la ville de Lou a été construite à l'origine autour de ce donjon, et que toutes les quelques années, la population de monstres à l'intérieur augmente considérablement. Ce phénomène est connu sous le nom de Grande Marée. À cette époque, les créatures atteignaient la couche superficielle. C'est pourquoi des doubles murs massifs furent construits pour les empêcher de s'échapper et de provoquer le chaos dans la ville. Amon semble un peu inquiet, mais le professeur le rassure en lui disant que le mascaret ne se produit qu'une fois tous les quelques années et que le prochain n'est pas attendu de sitôt, donc il n'y a pas lieu pour les Rifties de s'inquiéter. Alors qu'ils s'approchent de l'entrée, le professeur leur montre un comptoir de guilde situé juste au début du donjon et explique que chaque aventurier doit enregistrer son nom et son heure d'entrée avant d'y entrer. Rio remarque que son colocataire a des difficultés et lui dit de respirer profondément. Une fois à l'intérieur, le professeur informe les étudiants qu'ils sont libres d'explorer par eux-mêmes, car il n'y a pas de monstre puissant à proximité. Alors que notre duo avance, Rio sent soudainement un monstre et dit à Aian de se préparer, disant qu'il le retiendra avec de la magie pour qu'Aman puisse frapper. Un instant plus tard, un soldat apparaît et Rio explique rapidement que le moyen le plus simple de s'en occuper est de viser la base de son coup. Il simule ensuite une incantation et tire 8 lances de glaçons, immobilisant la créature et donnant à Amon la chance parfaite de l'achever sans problème.
Rio prend un moment pour expliquer comment extraire la pierre magique du corps du monstre, et les deux reviennent ensuite pour célébrer leur première expédition et leur chasse réussie. Cette nuit-là, les colocataires organisent une petite fête où Ido les félicite d'avoir abattu une fourmi soldat entière lors de leur premier essai. Amo admet humblement qu'il n'a réussi à le tuer que parce que Rio l'avait déjà immobilisé, mais Rio l'ignore avec désinvolture et choisit de laisser Amon en prendre le crédit. Ito demande alors quels sont leurs plans pour le lendemain, et Amon dit rapidement qu'il est prêt à retourner dans le donjon. Rio accepte de le rejoindre à nouveau, mais mentionne qu'il prévoit d'atteindre le 3e étage cette fois-ci. Le groupe commence à se demander pourquoi une fourmi soldat est apparue au 1er étage alors qu'il n'y a généralement que des monstres faibles comme des chauves-souris. Ito mentionne qu'il y a eu plusieurs rapports d'observations similaires au 1er et 2e étage au cours des derniers mois, ce qui amène Rio à se demander ce que font les monstres les plus forts là-bas. Juste à ce moment-là, Adable fait une entrée fracassante et explique que les fourmis soldats peuvent réellement se frayer un chemin dans les étages supérieurs. Abel se présente ensuite correctement aux colocataires de Rio et se moque de Rio, affirmant que le gars a clairement de sérieux problèmes de personnalité, leur demandant de prendre soin de lui. Rio demande simplement s'il est si désireux de se battre. Pendant ce temps, les amis de Rio reconnaissent Abel du dragon cramoisi et ont presque mouillé leurs pantalons à cause de la pression. Niels se redresse, se présente comme un épéiste et explique comment, en tant qu'aventurier de rang F, il voit Abel comme un héros. Il est honoré de lui serrer la main, ce qu'Abel accepte humblement, tout en lui conseillant de travailler dur, mais dans la mesure du raisonnable. Rio demande alors à Abel pourquoi il reste debout si tard à fouiller comme ça, ce à quoi Abel explique que la quête entreprise par son groupe s'est avérée plus longue que prévu. Juste à ce moment-là, le groupe d'Abel arrive et se plaint qu'il se relâche au lieu de faire son rapport à la guilde. Abel prétend qu'il remplissait simplement son devoir de vétéran pour guider les nouveaux. Lynn dit alors au grand gars, Warren, de s'occuper de lui, et Warren soulève Abel sur son épaule et le porte comme un poids mort. Lynn s'approche de notre garçon et le regarde droit dans les yeux avant de se retourner grossièrement et de s'éloigner. Ria s'excuse rapidement pour l'intrusion soudaine, disant qu'ils avaient besoin de leur chef de toute urgence. Alors que le Crimson Driving Squad se dirige vers la réception, Ria commence à se disputer avec Lynn à propos des bonnes manières de base et lui dit d'arrêter de regarder les gars comme ça. Lynn répond que si Rio est vraiment ce mage qui fait des high-five, alors comment pourrait-elle ne pas être intéressée par lui? Abel essaie de faire semblant d'être cool et dit aux filles qu'elles seront bientôt témoins du pouvoir de son sauveur, mais l'équipe le fait taire sur le champ. Le lendemain matin, Eman se lève tôt et court pratiquement vers le donjon, essayant de s'épuiser avant même leur arrivée. Rio lui dit de ralentir un peu. Une fois à l'intérieur du donjon, les deux hommes affrontent un groupe de loups qu'ils abattent sans trop de difficulté, et Aman semble gagner en confiance. Pendant qu'il se repose, Rio souligne que le style de combat d'Aman ressemble un peu à celui d'Abel. Amon dit qu'il l'a appris de quelqu'un et qu'il pourrait s'agir d'un style de l'école bien qu'il n'en soit pas vraiment sûr. Rio lui remonte le moral, disant qu'il réussira une fois qu'il aura compris les choses et le compare même à OL. Amémone remarque ensuite que Rio lui-même est assez habile avec l'épée, bien qu'il soit un magicien. Rio explique qu'il a eu la chance d'avoir un mentor qui s'entraînait avec lui lors de ses déplacements, même s'il n'est pas sûr que son style soit si courant. Il donne ensuite aux débutants quelques conseils pour rester cohérent comme Abel et sur la façon de gérer son endurance, et Ayan semble enthousiasmé par les conseils. Le lendemain, Rio prévoit de faire une pause dans le donjon et se dirige vers la bibliothèque, un endroit qui lui semble vraiment appartenir. Le bibliothécaire lui fait visiter les lieux tout en lui donnant des conseils sur la manière de commencer. Alors que notre garçon sort, une obscurité soudaine l'entoure. Juste à ce moment-là, une puissante attaque de feu le frappe par derrière, mais Rio réagit rapidement et utilise son bouclier pour bloquer les dégâts. Un demi-humain apparaît et, à en juger par son apparence, Rio pense qu'il s'agit d'un Akuma, quelque chose dont il a lu dans le recueil avancé de sa hutte. Il pense qu'elle est probablement à égalité avec un mastodonte ou un greffon et envisage de s'enfuir, mais l'Akuma attaque avant qu'il n'en ait l'occasion. Rio s'en sort plutôt bien au début, mais elle finit par le maîtriser. Elle semble impressionnée qu'il puisse gérer son feu de l'enfer.
Mais ce qui la déconcerte, c'est la façon dont il a déplacé la lance du vent au lieu de se faire empaler. Juste à ce moment-là, elle remarque la robe qu'il porte du roi des fées et sort sa lame, décidant de tout donner. Rio tire son épingle du jeu et tient bon face à elle. Alors que l'éclipse s'estompe, leur combat devient plus intense et Rio est poussé dans une position défensive juste pour la tenir à distance. La femme a du mal à croire que le roi des fées puisse faire confiance au garçon avec tout, y compris sa lame, et exige de savoir qui il est vraiment. Elle commence alors à lancer un sort de feu, mais avant même qu'elle puisse finir de le lancer, Rio l'arrête en utilisant sa magie de glace, envoyant la dame dans une spirale alors qu'elle se demande comment il a pu être aussi rapide. Elle met tout ce qu'elle a pour essayer de faire mordre la poussière à notre garçon, mais Rio parvient à suivre en lançant des coups d'épée et des attaques magiques en même temps. Sa magie lui porte finalement un coup solide, brûlant une partie de sa peau, et Rio ne perd pas de temps à sauter sur elle pour passer à la phase finale. Cependant, au moment où il entre en collision avec sa lame, il se rend compte qu'elle guérit à une vitesse ridicule, et l'instant d'après, il se retrouve projeté droit contre un mur. Elle sort alors son sort Asphere, entièrement prête à y mettre fin, mais remarque soudainement de l'eau éclaboussant partout. Au moment où une goutte atterrit sur elle, elle se révèle brûlante et la douleur la fait crier à haute voix. Cela ne fait qu'alimenter sa rage. Mais juste au moment où elle s'apprête à s'en prendre à nouveau à notre garçon, elle s'arrête et dit qu'elle n'a plus le temps maintenant que l'éclipse est presque terminée et admet qu'elle ne se souvient même pas de la dernière fois où elle s'est amusée. Autant. Elle qualifie notre garçon de divertissant, même si Rio n'a clairement aucun intérêt à poursuivre la conversation, ce qui montre clairement qu'il n'a apprécié aucune partie du combat. Elle parle d'un cloître qui serait un cas particulier et se présente comme Lénor Iraka Albuarik blabla, avant de demander qui il est. Notre garçon lui donne son nom et l'appelle Ankuma, ce qui attire son attention alors qu'elle se demande comment un humain pourrait bien les connaître. Elle se plaint qu'elle aurait dû l'achever pendant qu'elle en avait le temps, puis admet que cela n'aurait probablement pas été possible avec le délai toujours en vigueur. Alors qu'elle se tourne pour partir, elle insiste sur le fait qu'ils se reverront. Alors que Rio espère silencieusement que leurs chemins ne se croiseront plus jamais, elle lui lance un dernier défi, affirmant que sa vie lui appartient désormais et qu'il n'est pas autorisé à mourir de la main de quelqu'un d'autre, promettant qu'elle reviendra encore plus forte. Rio pousse un soupir et réalise que s'il n'y avait pas la robe, il y aurait déjà un trou dans son épaule gauche. La tête qui tourne, il décide d'aller chercher quelques livres à la bibliothèque après avoir retiré de l'argent. Lorsqu'il vérifie son compte, il découvre une fortune qui s'y trouve et se demande combien il a gagné grâce aux pierres de Wyvern. Soulagé que l'argent ne soit plus un problème, il rentre chez lui et découvre que l'endroit est vide. Alors qu'il se dirige vers la fenêtre, il voit ses amis se faire prendre en embuscade par le gars de Dan et son groupe. Dan commence à se disputer avec les amis de Rio, demandant si les monstres sont censés annoncer leurs attaques à l'avance, et Rio riposte, se demandant si Dan est réellement prêt à subir le même sort. En un rien de temps, Rio élimine tout le groupe, les frappant assez fort pour leur donner envie de pleurer leur maman. Il se tourne ensuite vers son ami prêtre et lui tend d'abord une potion pour qu'il puisse aider les autres à récupérer. Plus tard, alors qu'il prend un bain, Endo commence à soigner Rio et se demande qui pourrait bien avoir la force de porter un coup pareil à quelqu'un d'aussi coriace. Quand tous ses amis demandent qui c'était, Rio ignore la réponse et dit qu'il leur le dira un autre jour. Il se souvient que le personnage de Léonorie Albucari mentionne quelque chose à notre sujet, ce qui signifie clairement qu'il y en a d'autres comme elle. Mais pour l'instant, Rio décide de ne pas stresser son petit cerveau avec toutes ses pensées lourdes et se détend simplement dans le bain chaud. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Je te verrai la prochaine fois.